Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Jean Jolicoeur. Je suis représentant du comité de la commémoration québécoise du jour du souvenir de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette 20e édition commémorative québécoise en l'honneur de nos anciens combattants qui seront honorés par l'Assemblée nationale du Québec. Avant de demander au président de la Société Saint-Jean-Baptiste, M. Maxime Laporte, de venir officialiser cette mémorable cérémonie, je vous soumets une réflexion. Nous sommes habitués de voir des combattants et des combattantes sur les champs de bataille. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais vous suggérer qu'on ait aussi une pensée toute spéciale pour nos marins, dont la réalisation et les sacrifices énormes consentis durant la Seconde Guerre mondiale ont été l'aboutissement d'efforts remarquables. Quelques 12 000 hommes et femmes ont servi dans la marine marchande du Canada et plus de 25 000 traversées ont été effectuées par la marine pendant cette guerre. Tout en sachant que leur navire était la cible de l'ennemi, ces marins devaient jouer un rôle vital en livrant le matériel, le carburant, les marchandises et le personnel dont les combattants avaient désespérément besoin pour continuer le combat. Beaucoup de marins marchands ont péri dans la bataille de l'Atlantique. Leur taux de mortalité était de 1 sur 7, un pourcentage plus élevé que dans tout autre service du combat du Canada. Environ 1500 Canadiens, dont 8 femmes, ont perdu la vie. Ce matin, ayons une pensée toute particulière pour ces marins qui ont donné leur vie pour nous protéger et honorons leur extraordinaire bravoure. Nous aurons la sonnerie aux morts, suivie d'une minute de silence et du réveil. Le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, M. Maxime Laporte, agira comme maître de cérémonie. Sans plus tarder, procédons à la cérémonie souvenir. Merci. Mesdames et messieurs, anciens combattants, Monsieur le Premier ministre, Madame la vice-première ministre, Monsieur le chef de l'opposition officielle, Messieurs les députés fédéraux, Madame et Messieurs les représentants consulaires, anciens présidents généraux, Messieurs les représentants de l'Association des anciens sergents des fusiliers Mont-Royal, Messieurs les représentants de l'Association des vétérans de la Corée, Monsieur le représentant de la communauté hellénique de Montréal, Messieurs les chevaliers de colon, représentants aussi de la commission des présidentes et présidents de la Société, distingués invités. Alors, en cette journée froide, réchauffons nos cœurs. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 20e commémoration québécoise du jour du souvenir, organisée par notre Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Nous sommes réunis aujourd'hui afin de rendre hommage à des Québécois et des Québécoises, des militaires qui ont risqué leur vie durant les grands conflits mondiaux et les missions de paix à l'étranger. Plus particulièrement cette année, nous tenons à souligner le 100e anniversaire de la bataille de la Crête de Vimy. Des milliers d'entre eux ne sont pas revenus des champs de bataille. D'autres ont eu plus de chance, pour ainsi dire. Ces braves hommes et femmes se sont courageusement portés à la défense de la liberté et de la paix. Pour leur rendre hommage, je vais vous inviter à vous lever pour entendre dans un premier temps la sonnerie aux morts, qui sera interprétée par le trompettiste M. Frédéric Bourgeot. Suivra une minute de silence, le réveil, puis la lecture de l'acte du souvenir. Et le personnel en uniforme et les vétérans coiffés donneront le salut continuellement durant la sonnerie et durant la minute de silence.
vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra le moment du crépuscule et celui de l'aurore, nous nous souviendrons de vous. Vous pouvez maintenant vous asseoir. En ce jour du souvenir, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui Monsieur le Premier ministre Bernard Landry, président d'honneur de la Société Saint-Jean-Baptiste, la vice-première ministre Dominique Anglade, Monsieur Jean-François Lisée, chef de l'opposition officielle, Monsieur Xavier Barsalou-Duval, député fédéral de Pierre-Boucher, les Patriotes Verchères, Monsieur Michel Boudria, ancien combattant et député fédéral de Terrebonne, Monsieur Bruno Marien, consul de Belgique, M. Yuri Benzanian, consul général de Russie, M. Cornel Barth, consul général adjoint d'Allemagne, M. Mohamed Derwish, vice-consul du Maroc, Mme Cheryl Bodek, chef officière du consulat des États-Unis, M. Alain Charette, représentant du vice-consul des Pays-Bas. Et vous me pardonnerez si je ne mentionne pas encore tout le monde. S'il y a des gens qui s'ajoutent, je me ferai un honneur de souligner leur présence. Et nous soulignons également la présence parmi nous aujourd'hui des représentants des anciens sergents des fusiliers Mont-Royal, de M. Alexandre Sexton, représentant des vétérans de la Corée, M. Spiros Montsénégos de la communauté hellénique du Grand Montréal, M. Jean Jolicoeur de l'Alliance autochtone du Québec, les représentants des Chevaliers de Colomb, les jeunes de l'école Socrate-Démosthène qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est en 1998 que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a organisé sa première commémoration du Jour du souvenir. Depuis, chaque 11 novembre, la Société se souvient de nos soldats morts à la guerre et des souffrances subies par ceux qui ont survécu. Distingués invités, au nom de la Société, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Ensemble, souvenons-nous et rendons hommage aux anciens combattants québécois. Pensons à ces héros bien de chez nous, qui ont dû traverser des épreuves innommables, qui ont survécu, non sans séquelles, à différents théâtres de guerre. À quelques-uns d'entre eux aujourd'hui, nos parlementaires présents leur décerneront dans quelques instants la médaille de l'Assemblée nationale en guise de gratitude et de reconnaissance. Les gens qui seront honorés aujourd'hui méritent bien de la patrie. Nous leur devons tant. Nous leur devons tout. Alors, ils ont eu le courage extraordinaire de mettre en jeu tout ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leur vie, pour protéger tout ce dont nous jouissons. Il est de connaissance notoire que les francophones, les Québécois, les Canadiens et Français se sont vus imposer, lors des deux grands conflits mondiaux, la conscription. Cela dans une langue et au nom de symboles qui ne leur ressemblaient peu ou pas. Malgré tout, une fois les hostilités déclenchées, nous fûmes nombreux à réaliser que la magnitude des enjeux justifiait de mettre de côté nos particularismes pour accomplir notre devoir. Cet impératif, cette nécessité de défendre la paix et la démocratie quand tout est chaos et qui, par-delà nos différences, fait de nous tous des frères et des sœurs et des alliés face au destin de la civilisation humaine. Voilà ce que nous avons voulu symboliser en tenant cette cérémonie au point de jonction des secteurs catholiques, protestants et juifs de ce bel et grand cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Un grand personnage de notre histoire, Oliver Asselin, journaliste, illustre défenseur de la liberté et ancien président général de la Société, a livré en 1916 un discours flamboyant au Monument national, tout juste après l'invasion de la Belgique. Il s'est écrié « Mesdames et messieurs, nous ne voulons pas être de ceux qui diront « si j'avais été là ». Et alors, Asselin a pris la tête d'un corps de volontaires canadiens-français et son discours a été distribué massivement dans les bureaux de recrutement. Lors de la Seconde Guerre mondiale, environ 90 000 Québécois se sont enrôlés volontairement et un grand nombre d'entre eux ont poussé leur dernier souffle sur les champs de bataille. Parmi nous, la plupart des Québécoises et Québécois qui font partie des générations d'après-guerre appartiennent à l'échelle de l'histoire de l'humanité à une minuscule minorité de privilégiés n'ayant pas eu à composer avec les affres d'un conflit armé sur le territoire de leur pays ou à l'étranger. Notre devoir de mémoire n'est pas moins grand.
il l'est davantage, car c'est au prix du sang, des sacrifices et des souffrances passées que nous devons notre chance de ne pas avoir eu à revivre à notre tour toutes ces épreuves, du moins jusqu'ici, car avec toutes les menaces qui grondent, la paix et l'équilibre dont nous bénéficions restent encore précaires. Nous devons non seulement nous souvenir, mais aussi réfléchir aux gestes que nous devrions poser aujourd'hui afin d'éviter les guerres de demain, pour combattre les injustices économiques, sociales dans le monde et pour promouvoir la liberté des individus et des peuples. Ce devoir de mémoire que nous rendons aujourd'hui, ce devoir nous rassemble. Il nous permet de renouveler de façon solennelle nos engagements à défendre sans relâche toutes les valeurs qui composent notre héritage, notre bien commun et notre fierté. Ces citoyens enterrés ici, à ma droite, à ma gauche, derrière moi, devant moi, ces jeunes gens qui n'ont pu poursuivre, comme vous et moi, leur existence. Ils ont donné leur vie pour ces valeurs. À ceux-là, à ceux aussi qui sont restés marqués éternellement par le drame de la guerre, à ceux qui ont survécu et dont quelques-uns nous font aujourd'hui l'honneur d'être parmi nous. Nous voulons leur dire que nous n'oublions pas, que nous n'oublierons jamais, en ce jour de l'armistice et pour la suite du monde. Je me souviens. Merci. Et à présent, j'aimerais inviter Monsieur le professeur Guy Bouthier, ancien président général de la Société, qui est le fondateur de cette commémoration québécoise du Jour du souvenir, il y a 20 ans. Monsieur Bouthier. Monsieur le Président, distingués invités, chers amis, merci de l'honneur que vous me faites, j'allais dire que tu me fais, Maxime, de rappeler devant vous l'esprit qui est à l'origine de la commémoration d'aujourd'hui. Ceux que l'on appelle les patriotes dans notre histoire sont morts au cours des affrontements de 1837 et 1838 et dans la répression qui s'abattit sur eux en 1839. Nous les saluons chaque année, en d'autres lieux et à d'autres dates. Ils sont morts pour la liberté et pour l'indépendance. Plus récemment, au cours de notre histoire et de l'histoire du monde, en 14-18 puis en 39-45, d'autres aussi, en plus grand nombre, sont morts pour la même cause. Envers eux aussi, envers tous les soldats, de toutes les armées, de tous les pays alliés, nous avons un devoir de mémoire, un devoir de reconnaissance. C'est ce que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a voulu faire et qu'elle fait maintenant depuis 20 ans. Toujours en ce même lieu qui est celui des 3 cimetières du Mont-Royal, le cimetière juif, le cimetière protestant et celui-ci qu'on appelle communément le cimetière catholique. Au départ, en 97-98, nous souhaitions nous joindre à la commémoration officielle au centre-ville. Mais s'étant fait refuser par les organisateurs de la Légion canadienne, nous avons pris les choses en main et décidé de faire notre propre commémoration. Et c'est ce que nous faisons chaque année, comme vous l'avez dit, depuis 1998. Bien entendu, nous ne le faisons pas seuls. Parmi tous les soutiens et toutes les participations, je signale le soutien technique des forces armées canadiennes. Je salue, je remercie tous ceux des forces armées qui sont ici aujourd'hui. Je signale aussi le soutien politique
du gouvernement du Québec, qui n'a pas tardé à nous appuyer, et le premier des gouvernants québécois à nous ouvrir sa porte et son cœur, ce fut Bernard Landry, et il est ici aujourd'hui parmi nous, et je le salue et le remercie. C'est sous son gouvernement qu'à partir de l'année 2002, qui était le 60e anniversaire du débarquement raté de Dieppe, c'est à partir de 2002, dis-je, que l'Assemblée nationale du Québec est aussi venue nous appuyer, ce qu'elle fait chaque année depuis, en remettant sa médaille à ceux et celles dont elle souhaite ainsi souligner le courage et le mérite. Un devoir de mémoire, avons-nous dit, mais aussi, mais surtout, un devoir de reconnaissance à tous nos soldats, soldats québécois, soldats canadiens, mais aussi à tous les soldats de toutes les armées, de tous les pays alliés, auxquels j'ajoute ceux et celles que l'on a appelés lors de la dernière Grande Guerre les résistants de tous les pays, depuis ceux de la Rose Blanche de Sophie Scholl et les partisans Bielski en Biélorussie, jusqu'aux Jean Moulin et Pierre Brossolette de la France libre. Qui douterait, en effet, que sans la victoire alliée, eût pu naître et triompher l'immense mouvement de décolonisation qui, pendant qu'il secouait des continents entiers à l'autre bout du monde, inspirait ici, au cœur de l'Amérique, sur les bords du Saint-Laurent, les idées d'émancipation que nous défendons aujourd'hui. Merci. J'invite à présent notre président d'honneur, Monsieur le Premier ministre Bernard Landry, à venir nous adresser quelques mots. Chers invités d'honneur, Madame la vice-première ministre, Monsieur le chef de l'opposition, mon président de la Société Saint-Jean-Baptiste, mes chers amis, et je voudrais aussi, comme il convient, saluer les militaires qui sont parmi nous. Vous savez que nous sommes des confrères, hein? Je détiens une commission d'officier dans l'armée canadienne. Mon numéro de matricule, c'est 60555, si ça vous intéresse. Et ce qui est peu connu, c'est que René Lévesque était officier dans l'armée britannique d'abord et dans l'armée américaine ensuite. Il a été engagé profondément dans la guerre de Corée en particulier. Et une chose qui est peu connue, la moitié des membres du gouvernement Lévesque et un peu plus avaient des commissions d'officiers dans l'armée canadienne. Si je vous dis que Jean Garon était dans l'intendance, ça ne vous surprendra pas. Et alors, c'est une journée de reconnaissance et de profonde reconnaissance. Nous devons la liberté, la démocratie à ces hommes qui se sont battus dans l'intérêt non seulement de nos pays, mais de l'humanité. Je dis ces hommes, mais il faut vous dire ces femmes aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont allées dans les services de santé, les services d'intendance. Alors c'était une grande aventure cruelle, mais humaine,
de solidarité. Et une des raisons pour lesquelles nous n'avons plus connu de telles horreurs. 14, 18, 25 000 morts. 39, 45, 52 000 morts. C'est largement à cause d'une aventure les plus extraordinaires contemporaines de l'Union européenne. Les Européens, après ces deux épisodes d'une cruauté et d'une barbarie invraisemblable, ont fait cette union d'abord pour faire la paix. Et ils ont réussi. Il n'est plus question de guerre mondiale depuis la naissance de l'Union européenne, où on a vu une réconciliation improbable mais fantastique quand on voyait Angela Merkel tenir dans ses bras les présidents de la République française. On a vu que les horreurs étaient plutôt derrière nous. Ça veut dire, hélas, vous le savez, qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de guerre mondiale, mais il y a encore des foyers de violence et d'horreur. Mais au moins, ce n'est pas à l'échelle de la planète. J'ai rencontré en face de l'UQAM la semaine dernière quelqu'un qui me dit « Monsieur, je suis syrien et j'aime mieux être ici qu'en Syrie. » Parce qu'il y a encore des foyers de violence et toute cette tragédie migratoire. Depuis que j'ai commencé à parler, depuis quelques minutes, il y a des gens qui sont morts en mer à cause de conflits locaux et qui sont souvent plus d'origine religieuse que politique. Alors, constatons le progrès. Plus de guerre mondiale. Des tragédies locales avec lesquelles on doit essayer de trouver des solutions. Mais c'est quand même un devoir de reconnaissance absolue envers ces gens qui sont morts pour notre liberté. Et comme j'ai coutume de le dire, nous avons un diplomate de la Russie. Si les orgues de Staline n'étaient pas entrés en fonction, c'est pas sûr qu'on gagnait aussi vite. Ce sont les Russes qui ont fini par tuer les nazis et ils ont perdu un très grand nombre de leurs concitoyens qui se sont battus pour la liberté et nous ont aidés à conserver la nôtre et à assurer la paix pour plus longtemps. À reconnaître les nôtres, reconnaître les autres et tenir la paix comme un élément fondamental de l'humanisme. Et il y a une phrase en espagnol qui est intéressante. La paz es el respecto del derecho de cada uno. La paix, c'est le respect des droits des autres. Et c'est cette vertu qu'il faut cultiver à notre échelle nationale, à l'échelle internationale. Et encore une fois, nous n'avons plus de guerre mondiale. Mais méfions-nous, ça peut dériver. Hein? Quand la première puissance du monde, les États-Unis d'Amérique, est dirigée par celui que l'on sait, soyons prudents. Je regrette de le dire, mais c'est comme ça. Alors, de tout cœur, membres des Forces armées, chers compatriotes, nous sommes ici pour une des causes planétaires et humaines les plus fondamentales, la paix. Et nous allons nous battre pour qu'elle soit là éternellement. Bonne journée à tous et à toutes. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre faisait référence à cette rencontre entre la chancelière allemande et le président de la République française il y a quelques années. Alors, cet appel à la paix et à la réconciliation est cristallisé avec la présence aujourd'hui d'un représentant du consulat général d'Allemagne. Alors, je tenais à le répéter.
pendant qu'on accueille Monsieur le député de Deux-Montagnes, M. Benoît Charette. Nous procéderons maintenant à la remise des médailles de l'Assemblée nationale à des vétérans qui ont participé aux grands conflits mondiaux et à des missions de paix à l'étranger. Alors, la manière dont ça va fonctionner, c'est que je vais demander aux récipiendaires de se lever ou encore, puisqu'il y a certains honneurs qui se font à titre posthume, donc leur représentant ou leur petit-fils ou leur fils ou leur fille, petite-fille, etc., de se lever. Et ensuite de ça, on va demander aux représentants de l'Assemblée nationale de bien vouloir remettre la médaille. Alors, nous allons débuter par M. Mario Desfossés. Alors, M. Mario Desfossés est né le 1er décembre 1970 au Cap de la Madeleine. Il a joint l'armée en 1988 et a obtenu le titre de caporal-chef. En 2002, il a participé à l'opération Palladium avec la force de stabilisation SFOR en Bosnie-Herzégovine. En 2004 et 2009, il a pris part à la campagne d'Afghanistan au sein des forces internationales d'assistance à la sécurité dirigées par l'OTAN. La SFOR avait pour mission de décourager la violence et d'intervenir au besoin et par le fait même d'instaurer des conditions de sécurité favorisant la consolidation de la paix en Bosnie-Herzégovine. Son but était de créer un climat propice à l'éclosion du processus de paix sans la présence des forces de l'OTAN. M. Desfossés a également joué un rôle important dans la défense de l'usage du français et des droits des francophones au sein des Forces armées canadiennes. C'est une lutte qu'il a menée avec grande vigueur et dans le respect de ses frères d'armes. Alors j'inviterai Mme Dominique Anglade à remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à M. Mario Desfossés. Merci beaucoup. Nous enchaînons avec M. Bernard Marquis. Pardon. M. Bernard Marquis est né le 2 novembre 1929 à Kenogami. Il a joint l'armée en 1950 au sein de la division royale du 22e régiment. Il participera à la guerre de Corée en 1959. Au combat, il sera positionné dans des tranchées et des souterrains pendant 11 mois. Cela dans des conditions extrêmement difficiles. Il se rappelle avoir combattu pendant 3 jours consécutifs, presque sans interruption. Après la guerre, il a été médaillé par les Nations unies pour son courage. Alors j'inviterai M. le chef de l'opposition officielle, député de Rosemont, à remettre la médaille de l'Assemblée nationale à M. Bernard Marquis. Non, M. Bernard Racicot. M. Racicot est né le 24 septembre 1924 à Montréal. Il a joint l'armée en 1942 dans l'aviation, plus précisément pour l'escadrille 425 Alouette à titre de lieutenant. Cet officier d'aviation a complété de nombreuses sorties et s'est illustré par ses aptitudes et compétences exceptionnelles ainsi que son sang-froid. Il a été en tout temps une très grande source de motivation pour son équipage. Pour ne citer qu'un exemple, pendant la nuit du 19 mars 1945, cet officier d'aviation devait attaquer Witten. Dans une sortie de bombardement, malgré que son avion ait été illuminé par le faisceau de puissants phares, le lieutenant Racicot a pu continuer à voler et terminer sa sortie. Immédiatement après le largage, l'avion a été atteint par des tirs ennemis et lourdement endommagé. Les moteurs à tribord ont été atteints, celui d'extérieur complètement détruit, tandis que le moteur interne a pris feu. L'hélice de ce dernier devait être mise en drapeau. D'autres dommages subis ont durement touché les commandes de l'avion qui a commencé à perdre rapidement
de l'altitude. Et même si le lieutenant d'aviation Racicot avait donné l'ordre d'être prêt à abandonner l'appareil, il est demeuré aux commandes et a réussi lui-même à mettre l'avion en palier. Il a réussi sa descente, mais atterri en territoire ennemi où il a été fait prisonnier. Au bout de quelques jours, il a réussi à s'enfuir et peu après, il a fait la rencontre de forces alliées. Alors j'inviterai M. le député de Rosemont, chef de l'opposition officielle, à remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à M. Racicot. Au nom de la nationale, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille de l'Assemblée et vous féliciter pour votre bravoure. Nous passons à M. Théophanis Moutis. Alors, habituellement, la commémoration québécoise du Jour du souvenir sélectionne des candidats de militaires ayant combattu à l'étranger, mais résidant au Québec au moment de leur mobilisation. Alors, M. Théophanis Moutis réside au Québec depuis de très nombreuses années, mais, quant à lui, il résidait en Europe au moment où il était au combat. Ici au Québec, par contre, il faut souligner qu'il a beaucoup et énormément aidé les membres de sa communauté. Et l'abnégation dont il a su faire preuve dans la période où il a fait la guerre s'est donc transporté ici au Québec. Donc nous tenions, à titre exceptionnel, à lui rendre cet hommage. Alors M. Moutis est né le 10 janvier 1916 à Castorie, Sparta, en Grèce. S'engageant en 1937, il va servir au sein de la 11e division de l'armée hellénique pendant la Seconde Guerre mondiale et prendre part à la campagne des Balkans contre les forces de Mussolini. De décembre 40 à mars 41, il marche sur le front albanais dans le cadre de la contre-offensive grecque. Il était d'ailleurs en première ligne lors de la bataille finale alors que son peloton fut presque anéanti. Cette confrontation fut particulièrement terrible et coûteuse en vie humaine. Lui s'en sortit, mais faillit perdre ses 2 jambes dues aux engelures, lui qui combattit dans la neige jusqu'aux genoux. Au cours des hostilités, M. Moutis sauva aussi 2 soldats au risque de sa vie et dans des circonstances pour le moins extraordinaires. Sous le feu nourri des 2 camps, il participa à la libération de l'un d'eux qui était coincé par un rocher. Alors j'inviterai Madame la vice-première ministre du Québec, Madame Anglade, à bien vouloir remettre la médaille de l'Assemblée nationale à M. Théophanis Moutis. Et on peut prendre un peu de temps pour les photos, là, il n'y a pas de problème. Bravo. Et à présent, M. Lorenzo Richard. M. Lorenzo Richard est né le 7 février 1925 à Lac-Mégantic. Il joint l'armée en 1941 au sein des Voltigeurs de Québec, une unité d'infanterie. Après quoi, il va être transféré chez les fusiliers Mont-Royal. Il participera au débarquement de Normandie en 1944, sera fait prisonnier par les Allemands près de Verrières en juillet 1944. M. Richard a reçu en 2016 l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur du consulat de France. Notons également que M. Richard a fait l'objet d'un documentaire québécois de la série « Attendez que je vous raconte ». Alors, M. Richard est âgé de 92 ans. Nous le remercions pour sa présence, accompagné de son fils François. Et je vais demander encore une fois à Mme Anglade de bien vouloir lui remettre la médaille de l'Assemblée nationale. Bravo. Je demanderai à présent à M. Maurice Rivet de s'avancer.
M. Maurice Rivet est né en 1952 à Montréal. Il joint l'armée en 1969 chez les Fusiliers Mont-Royal dans le service d'infanterie. Et il va obtenir le titre de caporal. Soldat d'infanterie de 1969 à 1985, le caporal Rivet servit avec le régiment Les Fusiliers Mont-Royal à la section du transport et à l'école du centre d'instruction de la milice en tant que sergent quartier-maître régimentaire. Les 17 années de carrière de ce soldat l'ont amené partout sur le continent canadien et à l'étranger avec la force de réserve et la force régulière des forces canadiennes. Parmi les faits marquants de sa carrière, il se porta volontaire à servir en mission de paix avec l'Organisation des Nations Unies, avec la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement au Golan en Israël et la Force d'urgence des Nations Unies au Caire, en Égypte. Parmi ses distinctions honorifiques, Caporal Rivet compte notamment la décoration des Forces canadiennes, la médaille canadienne du maintien de la paix, la médaille des Nations Unies, la médaille pour la Force d'observation des Nations Unies pour le désengagement des forces, ça c'est par rapport au plateau du Golan, et la Force d'urgence des Nations Unies. Alors j'inviterai le député Benoît Charette à bien vouloir remettre la médaille de l'Assemblée nationale à M. Maurice Rivet. Alors, les prochaines médailles seront remises à titre posthume. Nous débuterons par M. Maurice Bouvier. Maurice Bouvier est né le 18 septembre 1920 à Montréal. Il a joint l'armée entre 1939 et 1940 chez les Fusiliers Montréal et a fait son service militaire à Joliette en 1942 et à Farnham en 1943. C'est ensuite le grand départ pour la guerre au début de l'année 1944. Il va participer au débarquement de Normandie en juin 1944. Il sera fait prisonnier par les Allemands. En août de cette année-là, une lettre de la Croix-Rouge canadienne confirme qu'il a été retrouvé dans un camp de concentration allemand. Pendant sa captivité, il a beaucoup souffert physiquement et moralement, entre autres, de malnutrition et de graves engelures aux pieds. Il fut libéré par la Croix-Rouge canadienne vers la fin de la guerre en 1945 et il a reçu plusieurs médailles de mérite pour son courage. À noter qu'il n'a parlé de ses épreuves à ses proches qu'à la toute fin de sa vie, après 40 ans de silence sur cette difficile période de vie. Alors j'invite à nouveau Mme Dominique Anglade à remettre la médaille de l'Assemblée nationale à Mme Françoise Bouvier, la fille de M. Maurice Bouvier. Je lui avais dit, viens, quoi? Non, je te l'avais dit. Tu viens là, toi aussi? Le téléphone est froid. Merci, merci beaucoup. Pour toi, papa. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Frédéric Earl Cartwright. Monsieur Frédéric Earl Cartwright est né le 6 novembre 1924. Il s'est enrôlé dans l'armée à l'âge de 18 ans au sein des Royal Canadian Engineers. Il débarque en France en juin 1944, participant à la campagne sur le front ouest jusqu'en mai 1945. À bord d'un véhicule blindé léger, il effectue de nombreuses missions de reconnaissance derrière les lignes allemandes pour localiser les routes, les cours d'eau et les ponts en prévision des préparatifs d'avancement des troupes canadiennes. Il y avait un grand danger de se faire repérer par les Allemands, ou encore d'être considéré comme ennemi et ainsi devenir la cible de ses propres troupes en revenant de mission. Les missions duraient parfois jusqu'à 2 ou 3 jours, l'équipe ayant à se cacher longuement pour éviter d'être repérée, ce qui les amenait régulièrement à souffrir de faim et de manque de sommeil.
Alors j'inviterai M. Lisée, M. le député de Rosemont, chef de l'opposition officielle, à remettre la médaille de l'Assemblée nationale à Mme Hélène Cartwright. Bravo. À présent, nous honorons M. Stanislas Derry. M. Stanislas Derry est né le 17 juillet 1912 à Québec. Il joint l'armée à titre d'élève officier en 1932 et il reçoit le titre de sous-lieutenant en 1934 pendant ses études de droit. Quand la guerre fut déclarée, il fut promu lieutenant-commandant dans la Marine royale canadienne. En 1942, il commandait la corvette HMCS Saint-Thomas. M. Derry a posé un geste d'une grande humanité. Sa corvette ayant coulé un U-boat, il a vu surgir de la mer les 54 sous-mariniers allemands destinés à une mort certaine. Écoutant ses valeurs humaines, il a ordonné d'arrêter son navire pour sauver non pas des ennemis, mais des marins et des êtres humains. Il a partagé sa cabine pendant 8 jours avec son homologue allemand, Peter Heissig, et a créé une amitié qui perdure dans le temps au sein des familles Derry et Heissig. Pour lui, la guerre a été prétexte à l'amitié, une démonstration que le genre humain peut poser des gestes d'une grande signification pour les générations futures. Tous les marins de la corvette Saint-Thomas ont reçu la médaille de bravoure, sauf M. Derry, car, dit-on, il a transgressé les ordres à l'effet qu'on doit laisser les ennemis à leur destin, car la mission de la corvette est de protéger les convois de la marine marchande. Et M. Derry savait pertinemment que le convoi n'était pas menacé et qu'il pouvait sauver la vie de 54 hommes. M. Derry est décédé le 17 juillet 2001 et j'inviterai M. le chef de l'opposition officielle à remettre la médaille de l'Assemblée nationale à Mme Monique Derry, la fille de M. Stanislas Derry. Cette médaille de l'Assemblée. Alors, je sais que c'est pas facile, il fait froid, mais je vous disais aussi que ça allait réchauffer le cœur. Et en songeant à ce que tous nos vétérans ont dû endurer, bon, ça peut vous encourager un peu. Mille fois bravo. Monsieur Albert Drouin est né le 12 février 1897 à Limoilou. En tant qu'autochtone parlant français, lorsqu'il décide de joindre l'armée en 14, c'est dans le 22e régiment canadien-français qu'il se retrouve. Au cours de la guerre, 16 bataillons canadiens-français sont formés sur les 260 du corps expéditionnaire canadien. Cependant, arrivés en Europe, ils sont habituellement démantelés pour servir de renfort au 22e, qui est la seule unité canadienne-française à se battre au front. Et M. Drouin sera de cette unité. À la fin de la Première Guerre mondiale, le 22e bataillon compte 1074 morts et 2887 blessés, ce qui représente une perte de 67 % de l'effectif total de 5919 militaires. Après avoir traversé toutes ces périodes d'enfer pendant 4 ans, M. Drouin survécut presque miraculeusement et rentrera au pays. Il est décédé au Québec le 23 novembre 1984. Alors, j'inviterai Mme la vice-première ministre du Québec, au nom du député de Roberval, donc du premier ministre, à remettre la médaille de l'Assemblée nationale du Québec à Mme Christine Junot, la petite-fille de M. Albert Drouin. Félicitations. Et à présent, M. Jacques P. Lamontagne. M. Jacques P. Lamontagne est né le 5 juin 1924 à Sainte-Rose de Laval.
Il joint l'armée en 1942, le jour de ses 18 ans, dans l'aviation au sein de l'escadrille 425 Alouette. Après un très solide entraînement, il accomplit 20 missions de bombardement en Europe. Le 21 mars 1945, au soir, lors d'une sortie au-dessus de la Belgique, une première attaque survient. De nombreuses balles traversent la carlingue et un moteur prend feu. Puis, une deuxième attaque, cette fois par un Junkers 88 piloté par le Hauptmann Gerhard Rath. Le commandant Roland Laporte ordonne alors d'abandonner l'avion, le bombardier Halifax 3G. Jacques P. Lamontagne saute dans le vide par l'avant de l'avion. Il sera recueilli par 3 Belges à Gosselies, puis transféré aux Américains avant de revenir en Angleterre à bord d'un Dakota. À l'exception de l'ingénieur de bord, tout l'équipage a miraculeusement eu la vie sauve. Et M. Lamontagne est décédé le 25 décembre 1999 à Montréal. Et j'inviterai M. le député de Deux-Montagnes à remettre l'Assemblée nationale du Québec à M. Laurent Lamontagne, le fils de Jacques P. Lamontagne. Félicitations. Alors nous passons à présent à la dernière portion de cette cérémonie qui est le dépôt des tributs floraux au pied du cénotaphe. Aujourd'hui, nous portons le coquelicot, cette fleur qui, année après année, rappelle la possibilité de la beauté du monde, trop souvent meurtrie sur les champs de bataille. Symbole d'espoir, le coquelicot nous rappelle la capacité de la nature à résister aux éléments destructeurs des guerres. Alors nous procéderons maintenant au dépôt des fleurs au pied du monument commémoratif et nous procéderons 3 dignitaires à la fois. Donc à l'appel de votre nom, je vais vous inviter à vous avancer afin de recevoir votre couronne de la main d'un ancien sergent des fusils Mont-Royal, votre gerbe de fleurs que vous déposerez ensuite au pied du monument après une marche solennelle. Alors, en débutant par M. le Premier ministre, président d'honneur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, M. Landry, Madame la vice-première ministre du Québec, Dominique Anglade, et M. Jean-François Lisée, chef de l'opposition officielle. Présent, j'inviterai M. le député de Deux-Montagnes, Benoît Charette, et messieurs les députés fédéraux de Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, et de Terrebonne, donc Xavier Barcelou-Duval et Michel Boudria, à s'avancer.
Merci. Saluons Madame la première vice-présidente. Voyons, première vice-présidente. Vous comprendrez que j'ai un peu la bouche gelée, là. Non, mais, Madame la vice-première ministre du Québec, merci pour sa présence. Elle doit nous quitter. Ça a été un honneur de l'accueillir. Maintenant, M. Yuri Benzanian, du Consulat général de Russie. M. Cornel Barth, consul général adjoint d'Allemagne. Et M. Bruno Mariette, consul de Belgique. Quelqu'un qui doit s'avancer. Présent, Madame Cheryl Boldeck, chef officière du consulat des États-Unis, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Monsieur Alain Charette, représentant du consulat des Pays-Bas. C'est pas chaud. À présent, M. Gilles Beaulieu de l'Association des anciens sergents des fusiliers Mont-Royal et M. Alexandre Sexton, représentant de l'Association des vétérans de la Corée. Merci d'être là. Présent, Madame Micheline Boucher-Granger, représentante de la Commission des présidentes et présidents de la Société. Monsieur Jean Jolicoeur, de l'Alliance autochtone du Québec. Et le représentant désigné des Chevaliers de Colomb.
Je vous inviterais peut-être à donner une bonne main d'applaudissement pour nos jeunes de l'école secrète Démosthène qui tiennent le fort. C'est impressionnant. Ça endurcit. Et nous passons maintenant à M. Spiros Montsenigos de la communauté hellénique du Grand Montréal. Et M. Laurent Desbois, représentant du Rassemblement pour un pays souverain. Ancien combattant. Ou ancien militaire, pardon. J'espère n'avoir oublié personne. Autrement, manifestez-vous. Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir été présents aujourd'hui. La commémoration est maintenant terminée. J'en profite pour remercier l'Assemblée nationale du Québec pour sa précieuse collaboration, la direction du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, l'Association des anciens sergents des fusiliers Mont-Royal et anciens combattants Canada. Merci également à tous nos distingués invités pour leur présence. Et enfin, pour se réchauffer un peu et se restaurer, je vous invite tous et toutes au salon funéraire Notre-Dame-des-Neiges, situé au 45-25 chemin de la Côte-des-Neiges, où il y aura un buffet et une petite réception. Alors, encore une fois, bonne journée et à l'an prochain. Merci. Yes, that's right. Yes, you were. Yes, thank you very much. Ouais.